Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre édition de Femmes à la Une. Femmes à la Une, c'est la tribune réservée aux femmes qui font l'événement, à celles-là qui mènent des combats avec très souvent beaucoup de succès. Aujourd'hui, nous recevons l'une d'entre elles, son nom, Marie-Mélanie Bell. Elle a fait du combat des enfants autistes son affaire, au point de construire il y a 4 ans déjà un centre réservé à ces enfants. Orchidée Home, c'est le nom de cette institution. Elle est également à l'origine des journées de l'autisme camerounais. Mais avant de mener ce combat contre l'autisme, Marie-Mélanie Bell est chef d'entreprise et également mère de famille. C'est pour nous parler de ses engagements et de tout ce qui va avec qu'elle a accepté de venir sur le plateau de Femmes à la Une aujourd'hui. Nous recevons donc une femme plutôt engagée. Bonjour Marie-Mélanie. Bonjour Mélanie. Et merci d'être venue sur le plateau de Femmes à la Une. C'est moi qui vous remercie de nous offrir ce plateau, nous, parents d'enfants handicapés et particulièrement d'enfants atteints d'autisme, parce que c'est un mal qui ronge toutes les familles et de nous donner une opportunité d'expliquer et de crier notre désarroi au pouvoir public, de sensibiliser le grand public. Ça n'est que justice pour ces enfants. Tout à fait. Vous avez dit tantôt que l'autisme, c'est une maladie handicapante. Oui. Je vais dire ça comme ça. Et si vous nous disiez exactement c'est quoi l'autisme, comment est-ce qu'on sait qu'un enfant est autiste? En fait, l'autisme, c'est un trouble envahissant du développement, d'après la dénomination de l'OMS. Ce sont des enfants qui présentent un retard, qui naissent avec un retard intellectuel. C'est une forme de désordre sur le plan neurobiologique, d'après l'explication des scientifiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces enfants-là qui naissent physiquement bien portants, naissent avec une déficience, quelque chose de prématuré au niveau de leur système nerveux. Donc ça fait qu'ils vont accuser un retard par rapport à un enfant d'âge similaire normal. Il va accuser un retard sur le plan de l'intelligence, sur le plan des acquisitions de base, sur le plan de l'autonomie. Je prends ce genre d'enfant à 5 ans. Il ne sait pas se brosser, il ne sait pas se laver, il ne sait pas faire grand-chose avec ses propres mains. Il a un retard profond sur le plan de la communication, sur le plan du langage, sur le plan de la motricité. Donc, bref. C'est une maladie qui allie plusieurs handicaps. Voilà. Avant de poursuivre donc sur ce plateau, Marie-Mélanie, permettez-moi de proposer à nos téléspectateurs ce portrait de vous. Et le coup de pinceau de ce portrait est de Pierre Wembe. Assemblée générale des Nations Unies, des grands hommes pour prendre de grandes décisions. Tout à côté, en marge des travaux, les premières dames, dont Mme Chantal Biya, par ailleurs ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, en conclave, autour d'un mal qui va grandissant, l'autisme. Un problème de santé publique universelle qui touche près de 67 millions d'enfants dans le monde. Au Cameroun, depuis des années déjà, le combat contre l'autisme a un visage et un nom. Marie-Mélanie Bell. Petite incursion dans les folles journées de ce joli brun de femme. Marie-Mélanie Bell a réglé sa vie comme une horloge. Avant de vaquer à ses occupations, elle veille aux petits travaux de la maison et elle s'y connaît. 1 litre de vernis pour 5 000. Si elle reste, tu me la montres. Hein? Parce que j'ai pas le meuble là, il y a du travail, le travail n'est pas terminé. Donc ne me gaspille pas le matériel pour qu'à chaque étape, on va acheter le matériel. On ne va pas racheter. Tiens donc, tu as l'argent du vernis, tu as l'argent du liant et la colle à bois. Hein? D'accord. Okay. Moi je vais acheter le vernis marin. C'est bon? Marie-Mélanie Bell, toujours accompagnée de son fils, se dirige vers Bonamou Sadi, où se trouve le centre qu'elle dirige depuis mars 2005. Le COH, entendez, Centre Orchidée Home. Il s'agit d'une institution de prise en charge des enfants atteints de troubles envahissants du développement, dont l'autisme. Ici, tous les enfants sont donc autistes, comme son fils Luc Olivier.
Au centre, il a sa tâche bien précise et n'est jamais loin de la directrice. Il va même jusqu'à accueillir ses jeunes camarades. Pour Marie-Mélanie Bell, la participation de la première dame à la rencontre de New York est un espoir pour la lutte contre l'autisme. Mais en attendant que la graine prenne, son centre Orchidea Home est là pour permettre l'accès à un programme éducatif adapté à ces enfants qui souffrent de ce handicap. Ce centre, avec l'aide des sociétés bénévoles, des sociétés sponsors, a pu être construit. Et aujourd'hui, il reçoit tous les enfants qui ont une suspicion d'autisme, parce que là, dans ce centre, on peut faire des diagnostics. Le but au départ, c'était ça, pouvoir mettre un nom sur tout un nombre de syndromes des enfants atteints, on appelle des TED, des troubles envahissants du développement. Ces enfants-là n'étaient pas du tout pris en charge ni diagnostiqués. Donc on savait les reconnaître, ils avaient des signes un peu particuliers, des signes communs. Et le but, c'était d'aider pour que ces enfants-là puissent avoir un nom sur leur mal. Et ce centre est là pour ça. L'autisme a un nom, mais dans nos sociétés, il reste difficile à cerner. Tant certains confondent ces symptômes à de la folie et souvent à des cas de possession. Que non. Chez les enfants autistes, le développement de certaines compétences est plus difficile que chez d'autres enfants. Un enfant typique va apprendre en imitant les autres enfants et c'est les adultes. Un enfant autiste aura plus de difficultés. Les domaines qui sont le plus touchés dans l'autisme sont la communication et le langage, les interactions sociales et tout ce qui est compétences académiques. Il est donc nécessaire de mettre en place un apprentissage spécifique pour leur apprendre et leur montrer comment faire. Pour réduire au maximum les effets de l'autisme sur les tout-petits, Marie-Mélanie Bell et ses camarades d'association du Lions Club recrutent et organisent des formations et séminaires. J'ai suivi une formation en travailleur social d'abord. Et ici au centre Orchidea, comme il n'y avait pas encore, il n'y a pas cette spécialité déjà au Cameroun. Nous sommes arrivés ici au centre Orchidea et puis on a mis en place une formation continue pour sortir en fait éducateur spécialisé. Marie-Mélanie n'hésite pas à déplacer les spécialistes depuis l'étranger pour l'éducation de ses enfants. Les enfants autistes ont des difficultés à apprendre, donc on essaye de remettre en place par une stimulation tous les apprentissages qu'ils n'arrivent pas à faire seuls. L'autisme, c'est pas qu'une affaire d'enfants. Les parents y sont également concernés. Des enfants qui sont difficiles à gérer au quotidien. Donc l'apprentissage fourni ici leur permet d'être un peu soulagés et on peut, grâce aux guidances parentales, leur montrer comment faire pour travailler avec leurs enfants. Pour atteindre ces objectifs, elle s'est donné une conduite de fer. C'est une dame qui est beaucoup plus tenue au rendement. Non seulement elle est dynamique, elle souhaite que tous ses employés soient pareils. Elle n'aime pas ceux qui font semblant, comme on dit souvent, ceux qui emmagasinent du travail parce que c'est quand elle est là qu'il faut faire semblant de travailler. Non, avec elle, ce n'est pas ça. Au centre Orchidea Home, Mélanie Bell est une perfectionniste que l'on connaît bien. Elle est une femme bien, mais faites seulement ce qu'elle dit. Sinon... Elle bavarde. Elle se met en colère, elle bavarde. Diriger le centre Orchidea Home nécessite beaucoup de choses. Le courage, la patience, l'amour, donner le savoir pour qu'ils deviennent autonomes de nous. Parce qu'il y a des choses que nous mettons en place et que tu peux te décourager. Tu dis, ah, ça ne vaut même pas la peine. Or, nous prenons, moi je prends vraiment le courage et je prends du temps. Je dis que ce que nous sommes en train de mettre en place, ça peut arriver, on pourra avoir un meilleur résultat demain. Le centre Orchidea Home, c'est surtout beaucoup d'argent pour son fonctionnement. Mais il faut se battre tous les jours pour en trouver. Et où le trouver, c'est la deuxième étape de la journée. Marie-Mélanie Bell. Dans son 4x4, Marie-Mélanie nous entraîne au centre Orchidea Home Food, à l'entrée de Douala. Disons que nous sommes dans les poulains depuis juillet. Il s'agit d'une ferme avicole
dont la vente de poulets bio permet de subvenir aux besoins du centre et pouvoir ainsi atteindre son objectif. Si on arrive à 5000 poulets et qu'on peut baisser la scolarité à 20 000, c'est mon rêve, quoi. C'est vraiment mon rêve. Et le faire gratuitement comme à l'école publique où les parents vont inscrire les enfants pour 6 000 francs l'année. Ce serait ça, parce que c'est ça. L'éducation d'un enfant autiste coûte tellement cher qu'il n'y a pas un prix juste à payer pour ça. Ce mois, elle a perdu près de 15 poulets, mais elle reste sereine pour l'avenir, mais surtout pour le travail, celui pour lequel elle a fait ses études, le transit. Et c'est la troisième étape de sa journée. À son arrivée, elle découvre qu'une presse l'a mise à la une, dévoilant ainsi son combat contre l'autisme. C'est encourageant. Il faut engranger les lauriers et ne pas y dormir. Et c'est le même esprit qu'elle inculque dans sa structure de transit. Ici, elle a un nom. Son petit nom, c'est Dame de Fer. Thatcher. Thatcher. Et balai, c'est bon? On va y aller. Au centre, comme dans cette structure, elle a du caractère. Et pour son amie, Marie-Mélanie est, on s'excuse, un homme. Mélanie aussi est un chef d'entreprise. Je pourrais même dire un homme, puisque Mélanie se bat sur les docks au même titre que les hommes dans le service transit. Sa structure est certes petite, mais... C'est une société qui maîtrise bien son travail, malgré sa petitesse. Mais c'est une petite société parmi les grandes. On a le label qualité, on l'a vu en 2009, en 2008, le label. C'est pourquoi? C'est parce que c'est des critères qu'on donne au niveau de la Direction générale des douanes pour être une bonne entreprise. Ici comme ailleurs, Marie-Mélanie ne doit rien à personne. Son point fort, c'est qu'elle paye. C'est ce qui me motive le plus ici. Depuis que je travaille avec elle, je n'ai pas d'arrivée de salaire. Depuis 2005, je n'ai pas de problème avec elle, même pas d'arrivée de salaire, rien. Marie-Mélanie Bell ne lésine pas sur les moyens. Elle veille sur les généralités comme sur les détails, au point où elle oublie généralement de manger. Heureusement, ses enfants, eux, veillent. Elle lui apporte de quoi manger pour tenir. I'm going home early tonight, honey. Yes, I am, so I can get to sleep on time. Ce jour, un dossier n'a pas été bien ficelé. Elle veut à tout prix le résoudre aujourd'hui. Elle fonce donc au service de la douane au port de Douala. Tout est réglé. Elle ressort avec le sourire. Alors DG, quand on va comme ça, on sent que les choses... Tu es dans les terres, tu n'appelles pas la petite sœur pour aider à la destruction. Continue à devenir la même chose comme ça. Oh baby, good God Almighty, honey. Ooh, you're so good to me, honey. Toutes les journées de Marie-Mélanie sont surchargées, mais toujours pas aussi roses. Très croyante, chaque matin, elle fait le plein de Dieu et le communique à ses collaborateurs. J'étais surprise quand on m'a demandé qu'il fallait qu'on commence par une petite prière. Et ça me va tout droit au cœur parce que c'est mon point le plus fort. À SNTS, comme au centre Orchidéum, chacun a voulu encourager de vive voix cette dame. Madame, je vous remercie parce que je ne sais pas si j'ai quelque chose à vous reprocher. Pour le moment, je ne crois pas, mais je vous demande d'aller de l'avant. Son seul défaut, c'est de gronder. C'est de gronder seulement. Avec raison, mais il peut quand même te prendre doucement, mollo mollo, pour que
on comprenne de quoi il est question, quoi. Thatcher, aller de l'avant. Marie-Mélanie Bell est sur tous les fronts. Elle dépense et se dépense tous les jours pour une seule chose, donner à l'enfant atteint d'autisme et de troubles envahissants du développement la meilleure autonomie possible pour une intégration scolaire et sociale. Objectif partagé par Mme Chantal Biya, sa première dame, et ambassadrice de bonne volonté de ceux qui souffrent auprès des instances des Nations Unies. On l'a donc vu dans ce reportage, vous êtes à la fois responsable donc, du centre Orchidée Home, vous vous occupez de l'autre centre Orchidée Home Food, c'est un peu une ferme. Oui, c'est une ferme avicole. En fait, c'est un projet parce que, comme je l'ai expliqué dans le reportage, l'éducation de l'enfant atteint d'autisme a un coût élevé qu'aucun parent, même en Europe, ne peut supporter tout seul. En Europe, l'accompagnement ou la prise en charge de l'enfant autiste est organisé, pris en charge par l'État pratiquement à 100%. Les familles reçoivent les aides sociales. Donc, j'espère avec l'implication à venir de la première dame que nous allons atteindre ce niveau-là dans quelques années. Mais en attendant, on fait quoi aujourd'hui? Nous sommes soutenus par des partenaires, mais cet appui reste encore insuffisant. Même s'il couvre une bonne partie, vous avez vu une psychologue française qui est là tous les trimestres, qui vient 10 jours pour former, donner une formation continue à nos éducateurs et superviser la prise en charge. Donc il faut payer ses honoraires, il faut payer son billet d'avion, son hébergement, ça a un coût qui est heureusement couvert par un sponsor, deux sponsors. Mais le reste, le fonctionnement, les lots, l'électricité, tout le reste... vous êtes donc dit, vous allez monter ce projet-là. On a monté ce projet, on a monté un premier projet qui était les cartes de vœux, un peu dans le style les cartes de vœux UNICEF avec les enveloppes. Nous vendons, ce n'était pas toujours suffisant parce que les cartes de vœux ne se vendent pas tout au long de l'année. Il fallait donc créer un autre projet. On a donc eu l'idée de créer ce projet, le COH Food, qui est tout ce qui peut être vendu, tout ce qu'on peut vendre sur le plan alimentaire. Nous avons commencé par le plus urgent, les poulets. C'est un autre métier. On s'y est lancé un peu en novice, mais heureusement, l'intersyndicale avicole vous a donné beaucoup d'appui. Et donc, c'est tout un autre métier que nous sommes en train d'apprendre, mais qui est important parce que le poulet, même si on a un pourcentage de perte au début, le poulet se vend, grandit en 52 jours. Oui, on a un bon poulet qu'on peut vendre. Voilà, on le vend et nous comptons énormément sur ce projet pour vraiment, pour la rentrée prochaine, pouvoir baisser le taux de la prise en charge, le taux de la scolarité, qui, même s'il est infime, il reste quand même un élément dissuasif pour la majeure partie des parents, et ce qui est regrettable. Regrettable pas pour nous au centre, mais pour les parents. Pour les parents et même pour les enfants qui pourraient bénéficier de cet encadrement-là. En ce moment, ça coûte à peu près combien une inscription? En ce moment, ça coûte 98 000 francs par mois. C'est quand même assez pour des parents de faibles revenus. Mais aujourd'hui, quand même, quand vous regardez 4 ans après le fonctionnement du centre, vous vous dites, j'y ai quand même progressé, on a de bons résultats, ça va? Oui, on a des résultats. On a des résultats qui sont aussi parlants que des enfants qui viennent avec l'autisme, avec des troubles au plus haut niveau, où les parents vous disent moi j'en peux plus, que Dieu le prenne ou qu'il me prenne. Je veux dire des déclarations qui font si mal, parce que je suis passée par là, je sais, je comprends si bien les parents quand ils parlent, expliquent leur désarroi, et qui, ce parent-là, 1 an après, ces troubles-là s'estompent. L'enfant, vous apercevez peut-être dans le reportage, les enfants qui apprennent calmement avec leur éducateur qui se comportent mieux, qui sont autonomes, qui ne font plus pipi sur eux, qui savent aller aux toilettes, qui commencent à communiquer un peu, certaines qui commencent à dire des petites phrases. Vous avez le sourire des parents,
Ou alors le merci. Voilà, je veux dire, c'est ça, moi, c'est ce sourire qui est ma réponse. Et généralement, les parents se précipitent de les enlever au centre pour les ramener à l'école. Quelques progrès. Voilà, parce qu'ils se disent, ah non, ça y est, maintenant il peut retourner à l'école. Parce qu'il ne faut pas se voiler. Les parents, dans leur grande majorité, ça reste quelque chose de honteux. C'est-à-dire quelque chose qui vous est tombé dessus, mais je ne sais pas pourquoi les parents continuent à trouver que c'est honteux d'avoir un enfant différent. Donc c'est le lieu de dire aux parents, il n'y a rien de honteux. C'est comme si un enfant naissait avec des oreilles décollées. Ou un doigt en plus, un orteil en plus. Voilà. Donc les parents se précipitent tellement, les progrès parfois arrivent très vite. Et ils les ramènent à l'école, mais l'école n'est pas encore le milieu adapté. Adapté à ces enfants-là, très souvent, quand ils repartent à l'école, ils régressent plutôt. Ils régressent et l'échec scolaire fait que d'autres écoles ne sont pas encouragées à les prendre. On explique aux parents que l'introduction en milieu scolaire ordinaire doit être accompagnée. Pour une bonne prise en charge, pour une bonne scolarisation, il faudrait au moins 3 à 4 ans d'éducation spécialisée dans des structures comme le centre Orchidée. Mais les parents sont si peu patients que dès les premiers papa, maman, que l'enfant sort alors qu'il était complètement inespéré, il se précipite de nous les enlever, d'abord parce que je peux comprendre. Hein, oui, c'est le coup. Ils se disent, bon, maintenant qu'il peut aller dans une école ordinaire, tant qu'à faire, voilà, mais on va l'envoyer. Malheureusement, je sais qu'à l'école ordinaire n'est pas outillée. Nos écoles ordinaires d'aujourd'hui ne sont pas outillées et les enfants eux-mêmes en milieu scolaire ne sont pas formés à accepter encore des enfants différents. Donc ces enfants sont victimes parfois de raquettes, sont victimes de railleries, de moqueries dans la cour de récréation. Et malheureusement, les parents, parce qu'on avait prévu l'échec à l'école ordinaire, ne reviennent pas parce qu'ils portent le poids de leur honte et de leur échec, gardent les enfants. Et c'est ça qui me frustre, qui m'affecte au plus haut niveau. C'est-à-dire... Vous dites, voilà, c'est un gâchis. C'était un gâchis et je sais que c'est tout simplement pour des problèmes et des raisons économiques. Si la prise en charge était beaucoup moins chère ou bien si c'était gratuit, hein, voilà, les parents inscriraient les enfants comme à l'école ordinaire, à l'école publique et laisseraient évoluer l'enfant normalement jusqu'à ce que la psychologue trouve que, atteste que son niveau intellectuel lui permet une certaine autonomie. Voilà, une certaine autonomie ou d'intégrer telle école. Mais les parents ne laissent pas cette expertise aux psychologues, ne donnent pas le temps et c'est ça qui est un peu déplorable. Et voilà. Mais nous savons que c'est tout simplement pour... à cause de la charité, je peux dire, entre guillemets. Hein, de la formation, de l'encadrement qui est donné dans ce centre Orchidée Home. On sait que parmi les stades d'évolution, hein, lorsque ces enfants sont encadrés, on parle d'enfants réceptifs. C'est le cas aujourd'hui de votre fils. Qu'est-ce que ça veut dire exactement lorsqu'on dit qu'un enfant autiste est devenu réceptif? En fait, tout simplement parce que les enfants autistes, l'autisme, l'enfant se présente comme vivant dans une bulle. Il est complètement indifférent à son environnement. Il n'interagit pas avec autrui, ni avec les frères, ni avec les parents. Donc il est dans son monde à lui. Il est dans son monde à lui. Donc moi, au départ, les parents vous disent, je pense qu'il est sourd. Le médecin a dit qu'il a la langue collée, on vous sort tout. Donc on ne sait pas qu'ils ont la capacité, une forte capacité d'apprendre. Donc moi également, je l'ai découvert avec mon fils. Mais c'est des enfants comme tout autre enfant, ils ont la capacité d'apprendre. Et quand ils commencent à apprendre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont une mémoire phénoménale. Ce qu'il a appris à faire, ça va devenir comme un robot, il le reproduit jamais. Il le reproduira toujours. Alors, donc c'est pour cela que l'éducation spécialisée commence au saut du lit. Comment se déshabiller, ranger son pyjama, aller à la salle de bain, se brosser, se savonner, s'essuyer. C'est tout un chaînage d'activités qui est mis en place pour le rendre autonome et arriver au centre pour qu'il sache
quoi faire, comment comprendre, comment assimiler ce qu'on lui apprend. Et très vite, on se rend compte qu'ils captent, ils assimilent, et jusqu'à l'utilisation de l'ordinateur. Et ils sont incollables dans leur grande majorité dans les activités informatiques, parce qu'il y a énormément de logiciels éducatifs qui leur sont destinés et qui sont sur ordinateur. Et les activités, je veux dire, les activités éducatives qui sont sur ordinateur sont les plus courues, sont celles qu'ils préfèrent le plus. Et donc, et quand les parents viennent au centre, parce qu'on invite, en fait, dans le protocole que nous avons avec les parents ont l'obligation de venir... De temps en temps voir à quel niveau, quel est le niveau d'évolution. De venir se former. Ils ont 2 heures obligatoires au centre pour venir apprendre. On appelle cela la guidance parentale. Parce que l'autisme ne démarre pas et ne finit pas au centre. L'autisme, c'est toute la journée, c'est toute la vie, j'ai envie de dire. Donc, ce que nous réussissons au centre, les parents, généralement, vous disent, mais on n'arrive pas, on ne sait pas, peut-être que c'est les blues des éducateurs, peut-être, je ne sais pas ce que vous avez ici, vous faites quelque chose. Non. Donc c'est pour ça qu'on invite les professionnels qui ont mis le programme éducatif en place, le programme éducatif impose aux parents de venir se former chaque semaine minimum 2 heures pour pouvoir continuer à la maison l'apprentissage des acquisitions ou la maîtrise des comportements qui causent problème. Et quand les parents s'impliquent un peu, ils voient eux-mêmes les résultats, je veux dire, les yeux s'ouvrent et ils sont tout étonnés et ils n'étarissent plus de qualificatifs. On l'a vu dernièrement, les premières dames du monde ont décidé également de s'engager dans cette lutte, ce combat contre l'autisme. Lorsque vous avez vu cela, que vous avez entendu cela, vous vous êtes dit, et voilà, c'est gagné, on va y arriver? Ah oui, tout à fait. J'ai sincèrement sauté de joie parce que quand nous avons démarré ce combat en 2004, il y a des enfants autistes. Il n'y a pas, le centre Orchidée n'est pas la seule structure d'accueil à Douala. Il y a d'autres enfants. Moi-même, mon fils a été dans un autre centre. Mais ce sont des structures qui sont comme des garderies. Donc, de voir que les premières dames, déjà les Nations Unies, en adoptant le 2 avril comme journée mondiale de l'autisme en 2007, ouvrait déjà la brèche. Mais ça restait un peu timide, la sensibilisation restait timide. Alors, de voir cette année, je vais dire, la 64e Assemblée, voilà, que l'autisme était à l'ordre du jour et que les premières dames étaient appelées à la rescousse, on s'est dit, mais voilà, enfin, l'autisme va sortir définitivement de l'ombre et ces enfants vont avoir un espoir de vie comme tous les autres enfants, parce qu'au moins on a vu tous les combats que les premières dames ont engagés, que ce soit sur les enfants de la rue, que ce soit sur le VIH-Sida. C'est des combats il y a 20 ans au Cameroun. Quand vous disiez à quelqu'un qu'il avait le sida, vous regardez de travers. Mais aujourd'hui, ils ont accès gratuitement au traitement. Le traitement coûte 3 000 francs par mois au lieu de 600 000 ou 1 million il y a 15-20 ans. Donc je pense que ce combat-là est précisément notre première dame, avec tout ce qu'elle fait. Je dis, moi, je fais pas la politique, mais du point de vue du parent que je suis. De la savoir engagée aux côtés de ceux qui souffrent. De la savoir engagée en tant que parent. Je pense qu'elle a été assez bien sensibilisée et elle a bien compris la problématique de ce handicap-là. Nous pensons que quand elle va déployer les actions sur le terrain. Je veux dire, nous, au jour d'aujourd'hui, on a plus de 500 enfants sur la liste d'attente qui ont été diagnostiqués autisme. Et qui aimeraient bien venir au centre, mais qui ne peuvent pas. Qui ne peuvent pas, parce que les parents, dans leur grande majorité, ne peuvent pas. Alors, imaginez, les enfants nous viennent de Bafoussam, au nord, il y a des choses à faire, à l'ouest, à l'est. On a 10 régions, les enfants autistes, c'est partout. L'OMS dit c'est une naissance sur 150. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et sincèrement, je pense qu'il n'y a que les premières dames qui pouvaient porter, qui peuvent sauver ce combat-là et cette sensibilisation-là, qui peuvent la porter. On sait que vous êtes à l'origine, que vous faites partie vous êtes, on va dire comme ça, la personne ressource même des journées de l'autisme camerounais. La prochaine édition arrive. À quoi peut-on s'attendre pendant ces journées-là?
Alors, lors des prochaines journées camerounaises de l'autisme qui auront lieu du 1er au 2 avril 2010, nous sommes en train de préparer une sensibilisation à 2 niveaux. Parce que le problème de l'autisme se situe à 3 niveaux. Il y a d'abord le diagnostic, le dépistage précoce et le diagnostic. Ça relève de la santé, parce que ce sont les médecins. L'autisme, c'est une maladie qui doit être dépistée et diagnostiquée par un médecin qui doit dire de façon certaine ce que l'enfant est et quel est son degré de handicap, quel est le niveau de son retard mental. Parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs niveaux. Tous les enfants autistes ne se comportent pas de la même façon, ils ne sont pas au même niveau. Ils ne sont pas atteints au même niveau. Il y a des autistes de haut niveau qu'on appelle les Asperger, qui sont comme des surdoués, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent ils ont 120 de QI sur certains domaines de développement et qui ont 50 de QI, je veux dire, ils peuvent faire comme un génie, et en même temps, certaines choses, il les fait comme un bébé de 2 ans. Donc, c'est ça les Asperger. Et donc, à cette prochaine journée de l'autisme, le premier jour sera la journée avec le secteur médical pour interpeller les médecins et les professionnels qui seront des intervenants pour dire comment organiser l'accompagnement médical de l'autisme au Cameroun. Il faudrait, comme ça se passe partout ailleurs, qu'il y ait dans des grands centres médicaux, genre CHU, hôpital général, la Quintinia, qu'il y ait des pavillons ou des centres de dépistage de l'autisme. Que quand un médecin suspecte que les troubles que présente cet enfant ou les comportements que présente cet enfant, je ne sens pas qu'il soit orienté de ce côté-là et qu'on atteste effectivement. Que les pédopsychiatres ou les spécialistes attestent que c'est de l'autisme. Le deuxième volet de cet accompagnement, qui sera donc le deuxième jour, c'est l'accompagnement, la prise en charge. Qu'est-ce qu'on fait quand les médecins se sont prononcés de façon certaine? C'est l'autisme, ce sont les troubles envahissants de développement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est l'éducation. Donc il faudrait que le secteur éducatif, éducation de base plus précisément, rentre en jeu et que des professionnels soient formés. Donc il faudrait que là également, nous pensons faire un plaidoyer auprès de ce ministère-là pour formation du secteur éducatif de base, formation des parents pour qu'ils puissent également avoir un essaimage des centres ou des écoles spécialisées comme le centre Orchidée. Voilà. De toutes les façons, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, de voir ce rêve se réaliser pour vous-même et pour les autres parents et les enfants autistes. On l'a suivi dans le reportage et je l'ai dit une fois sur ce plateau, c'est que à côté donc de ce que vous occupez du centre Orchidée Home, vous êtes également chef d'entreprise transitaire. Comment ça se passe, être transitaire, être une femme? C'est un secteur difficile parce que c'est des métiers d'hommes, entre guillemets, c'est un secteur très masculin. Mais comme tous les secteurs d'activité, je pense que de plus en plus on trouve des femmes inspecteurs de douane, les inspecteurs de douane femmes, le directeur des douanes c'est une femme. Voilà, donc le métier s'est ouvert à la gente féminine. En fait, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information, pour parler comme vous les professionnels. Voilà, donc avec Internet plus précisément, on peut gérer plusieurs choses à la fois. C'est une question d'organisation. Quand je suis au centre Orchidée, j'y suis 3 demi-journées par semaine. Mais de là, vous pouvez également gérer voilà, donc je suis connectée sur Internet avec mon bureau. Et je peux savoir les dossiers puisque les mails, je suis en copie de tous les mails, les clients m'envoient des mails. Je peux, quand c'est urgent, répondre ou réagir. J'ai 20 ans de métier, j'ai créé ma société Transit en 89. Donc, voilà, je vois d'inspecteurs des douanes qui sont des amis, c'est des gens de ma génération. On va dire ce sont vos classes, quoi. Voilà, voilà. Donc, et puis le métier fait que, l'expérience fait que, je veux dire, je peux, pour peu qu'on m'explique pourquoi l'inspecteur titille sur tel dossier, je peux tout de suite comprendre s'il y a problème ou pas problème, aller descendre sur le terrain, agir. Donc non, et puis j'ai des collaborateurs qui sont également, qui ont fait le parcours avec moi, donc qui sont assez rodés.
des clients que nous connaissons. Depuis 20 ans, qui vous font confiance. Voilà, qui nous font confiance, qui savent dans leur grande majorité que je m'occupe de ce combat et qui, certaines me soutiennent, certaines m'envoient des félicitations. Donc, c'est pas très compliqué. Donc, on va marquer notre pause sur ce plateau. À côté donc de Marie-Mélanie, la combattante, la femme engagée contre l'autisme, Marie-Mélanie, le chef d'entreprise. Et il y a également la Marie-Mélanie qui est simplement une mère, vous l'avez entendu tout à l'heure, qui est chef de famille et qui trouve quand même le temps de prendre du bon temps. Et c'est cette autre Marie-Mélanie que Pierre-Yves Mbé nous propose de découvrir. Et c'est dans ce reportage. Le centenaire, un des meubles de l'église évangélique du Cameroun à Douala. Tout le monde y est, ou presque. Marie-Mélanie Bell, tout le monde la connaît ici, ou plutôt son histoire. Une histoire entièrement liée à ce monsieur, Luc Olivier. Son unique garçon biologique atteint malheureusement l'autisme. Mais cet enfant est un vrai don du ciel et vous comprendrez pourquoi. Ambiance bon enfant chez Marie-Mélanie, voilà des années déjà que cette brave femme élève seule ses 5 enfants, dont le petit Marcel, adopté après le décès de ses 2 parents. Avec Luc Olivier, ils forment un tandem masculin dans cette vaste demeure construite sous la douleur. C'est vraiment une femme battante, une femme engagée, une femme qui, très très jeune, s'est lancée dans la vie. Elle s'est mariée très jeune, elle a eu 4 enfants, elle en a adopté un 5e. Et là-dessus, il se trouve que son fils unique est atteint d'autisme. Et tout cela, on ne l'a pas su très très tôt, parce que c'est une maladie qui n'était pas très connue. Et les médecins qui devaient, ou nous qui devions pouvoir faire des diagnostics, on ne l'a pas fait tôt. Donc cet enfant qui est un très mignon petit garçon, un jeune garçon aujourd'hui, a grandi sans qu'on sache de quoi il souffrait pendant au moins 10 ans. Le seul garçon qui sortira de ses entrailles présente un comportement particulier. Il a 6 ans à cette époque et c'est à l'âge de 11 ans que l'on va découvrir que cette maladie ou ce trouble envahissant du développement s'appelle l'autisme. Elle est seule et il faut se battre. Ça m'a énormément affectée sur le plan personnel. Ça a bouleversé beaucoup de choses dans ma vie de femme. Et je ne peux pas dire que ça m'a freiné parce que tout ça, en fait, quand on est chrétien comme moi, je me dis c'est peut-être la volonté de Dieu que certaines choses vous arrivent à certains moments ou que vous devez porter certains fardeaux ou que des choses qu'on peut appeler des malheurs qui vous arrivent comme d'avoir un enfant handicapé. Il y a 10 ans de vie qu'on a 10 ans de vie perdus pour l'enfant, perdus pour soi-même, pour, je veux dire, des tas de choses. Moi, je découvre que mon fils est atteint de cette chose qu'on appelle l'autisme à 11 ans. Ma vie est bouffée complètement. Je suis divorcée, je suis cassée en tant que femme et j'ai d'autres enfants, mais il faut rester debout. C'est-à-dire que c'est comme une béquille cassée et que vous essayez de mettre du scotch pour que ça tienne quand même debout et que ça serve. Fragilisée, mais pas anéantie, Marie-Mélanie va tout imaginer sur ce malheur qui lui arrive. Le seul garçon issu de ses entrailles. Donc on est comme ça. Donc mon fils ne changera pas, il sera comme ça toute la vie, on dit oui. Marie-Mélanie Bell ne veut pas abandonner son fils. Elle est prête à tout, voire à bousculer les bornes de sa foi. Elle s'est toujours battue, elle a été dans tous les fronts, elle a été dans tous les hôpitaux du monde, même jusqu'au traitement indigène, elle a essayé pour pouvoir voir qu'est-ce qui n'allait pas avec son fils. L'ignorant, tu vas dans tous les sens, dans les prières, dans n'importe quoi, et finalement tu ne trouves pas de réponse, jusqu'à ce qu'un beau jour, enfin par le pur des hasards, tu rencontres un spécialiste qui te dit ça s'appelle de l'autisme, c'est une maladie. Plus le temps évolue, et plus Luc Olivier se fait de plus en plus violent dans la maison. Il s'automutile, il s'arrache la peau avec les dents, il se cogne la tête, vous voyez ma porte là. C'est des traces que je n'ai même pas voulu réparer, il y a plein de choses abîmées ici.
qu'il va donner un coup de poing, un coup de pied sur un truc, qui va balancer, peut balancer tout ça. Donc ça, c'était des moments de crise et qu'on ne savait pas comment gérer. Et qu'on pensait que pour gérer, il faut gronder, il faut taper. À l'église, Marie-Mélanie ne s'assoit jamais aux premières loges. Elle est au fond ou à l'extérieur, toujours prête à agir au cas où. Une dame va être touchée par cet élan d'amour maternel. Je l'ai vue avec son fils et j'ai vu comment elle s'occupait de son fils. C'est comme ça en fait que je me suis rapprochée d'elle et je lui ai posé certaines questions puisque j'ai des amis aussi qui ont des enfants autistes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à causer avec elle pour savoir ce qu'elle fait un peu. Et ça m'a intéressée, j'ai trouvé, c'est beaucoup plus ça quoi. Elle a passé presque 2 ans, elle a fait le culte dehors. Parce que son fils, il bougeait beaucoup, donc elle restait dehors. Mais elle faisait quand même cet effort d'amener son fils à l'église, de parler avec elle, de faire ça. La vie a eu chez Marie-Mélanie un air de Jacques Brel, où se sont mêlés mélancolie et tristesse. Jamais sans mes enfants, jamais sans mon fils. Au fil des années, Marie-Mélanie voit le jour poindre à l'horizon. On lui apprend que son fils est atteint d'autisme. C'est comme si vous partiez de l'obscurité totale, vous êtes dans le noir et que le jour commence à se lever. Vous êtes au petit jour. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Donc même si on ne voit jamais le jour, mais d'avoir le petit jour, de ne plus avoir besoin d'une torche pour s'éclairer, c'est ça. C'est-à-dire que l'autisme, sortir de l'obscurité à un semi-jour qui fait que... Marie-Mélanie, face à sa situation, recherche des appuis. Les premiers sont naturellement ses enfants. Kédi l'aîné n'en démord pas. Son frère souffre, sa mère ploie sous la charge et il faut l'aider. Mon petit frère est autiste, Luc Olivier. Et je pense que je suis l'une de celles qui le porte peut-être le plus parce qu'il n'a que 3 ans de moins que moi. Donc, c'est-à-dire que ça aurait été la personne, vraiment le frère avec qui j'aurais fait les 400 coups. Et donc, ça fait que c'est quelqu'un dont j'ai toujours été très, très proche, malgré sa maladie. Et en même temps, très éloignée de lui parce que je suis partie tôt. Donc, de savoir, et je sais donc peut-être un peu mieux que mes frères, le poids que ça a été pour ma mère, qui ne soit pas aussi épanoui a priori que les autres enfants, qui fassent des crises très très violentes. Mes parents étant divorcés, j'ai toujours été celle sur qui on compte quand on n'est pas là. Donc quand on est dans cet esprit-là et on s'efforce d'avoir ce sens de responsabilité-là, on apprend vite à être autonome. Luc Olivier est aujourd'hui mieux intégré dans la maisonnée. Il est plus doux, il communique avec les autres. Mais à quel prix? La fille cadette de Marie-Mélanie Bell lui reconnaît une qualité qui a échappé à plusieurs mères. Elle est très généreuse. De pouvoir aider les enfants des autres et Luc Olivier aussi. Parce que certains parents auraient bien pu abandonner Luc Olivier par exemple. Les progrès enregistrés par Luc Olivier sont notables, tout simplement parce que Marie-Mélanie en a fait son cheval de bataille. Il passe de cet enfant qui causait énormément de soucis à tout le monde dans la maison, énormément d'angoisse à tout le monde, à un enfant qui est sociable, qui participe à des petites tâches et qui se fait au niveau, sur le plan intellectuel, des apprentissages qui, en mon sens, vont l'aider. Il apprend un peu le secrétariat, il apprend, je veux dire, on le comprend un peu plus. Quoi? Tu dis ce que tu veux. Non, il va. On dit merci. On dit merci. Merci qui? Merci tonton. Doucement, parce que c'est pas pour toi tout seul, s'il te plaît. Oh! Marie-Mélanie peut se targuer d'avoir toujours à ses côtés des personnes qui l'ont toujours soutenue. Ernestine Gouet-Bell, sa grande sœur.
très célèbre gynéco-obstétricienne, qui fit partie de l'équipe qui réalisa le premier bébé in vitro au Cameroun. J'étais en faculté de médecine à Paris, donc je me suis dit il faut que je lui transmette un certain nombre de choses, des connaissances, de volonté pour qu'elle ne se retrouve pas à la portée de la vie facile, à la portée des grossesses précoces, des choses comme ça. Donc très très tôt, je me suis investie à lui donner une éducation, même à distance, une éducation des femmes. Et c'est pour ça que cela a ajouté à sa personnalité, une très forte personnalité. Elle peut également compter sur ses amis, notamment Jeannette Monkam ou encore Souad Bassoul, sa marraine de nationalité sénégalaise, qui a été marquée par sa forte personnalité. Mélanie Bell est quelqu'un d'exceptionnel. Pour ne citer que son aventure de ces 10 dernières années, c'est son combat contre l'autisme au Cameroun. D'abord pour son propre enfant, et ensuite, vu les succès qu'elle avait obtenus avec son fils, elle avait décidé d'étendre son expérience aux autres enfants du pays. Souad Bassoul n'oubliera jamais ce que Marie-Mélanie a fait pour elle un certain temps. Il y a une quinzaine d'années, nous sommes allés à Madagascar en passant par Nairobi, par la Cameroun Airlines, et au retour, nous avons eu une panne d'avion. Et justement, à cause de mon passeport sénégalais, je n'ai pas pu sortir du transit qui durait 2 ou 3 jours parce qu'on ne savait toujours pas à quel moment on devait partir. Et nous étions un groupe d'une trentaine de lions qui venaient du Cameroun. Donc tout le monde pouvait sortir sauf moi. Et je devais rester à l'aéroport 3 jours. Donc Mélanie a décidé de rester avec moi à l'aéroport. On ne se connaissait pas beaucoup encore. Mélanie a dit non, il n'est pas question, tu ne dormiras pas seule dans cet aéroport, je reste dormir avec toi. Nous sommes restés 3 jours finalement à dormir par terre à l'aéroport. Mélanie ne m'a pas quitté. C'est ainsi que Marie-Mélanie vit. Elle est entière, sincère, mais ce qui ne l'empêche pas d'être dure et d'avoir quelques petits défauts. Elle est impulsive et elle est pressée. L'impulsion. Mélanie dort très peu, donc vous pouvez voir arriver un mail à 3h, 4h du matin. Mélanie est en train de donner des instructions ou de demander des conseils et il faut y aller, il faut foncer. Marie-Mélanie a appris à aimer la vie depuis que Luc Olivier a fait ses progrès. C'est quoi la torture? À vous, les gars. Tu as arrêté le bruit là. Donc, comme je ne sais pas qui boit quoi, il y a le vin, est-ce qu'on l'ouvre? Qu'est-ce que vous buvez? Elle s'est battue sans rien laisser de côté pour qu'il devienne comme les autres. Par exemple, le cours de sport. Il est inscrit à un cours de sport avec un coach, il va de 17h à 18h. En salle de sport, il se comporte comme toute personne qui vient faire son cours de sport. Voilà. 6. Vas-y. Touche. Soulève la serviette. Monsieur. Laisse André. Le soleil brille dans cette petite famille. Kédi Safi est né de 23 ans, markettiste de formation, a passé avec succès un test pour un poste de cadre dans une grande société brassicole de la place. Une réussite qu'elle doit assurément à sa mère. C'est elle qui m'a envoyé à l'école et parce que c'est elle qui m'a... En fait, elle m'a poussée dans le sens où j'ai su très tôt, je pense à 14 ou 15 ans, que je voulais bosser dans le milieu du marketing, communication, publicité. Elle m'a fait confiance, elle a vu que c'est ce que je voulais faire, que j'étais motivée pour faire ça. Et elle m'a donné la possibilité de faire ce que je veux. Marie-Mélanie continue de croire en un Dieu qui chante et fait chanter la vie. Ce n'est pas encore cela, mais elle a des répétiteurs à la maison. Quelle était sa prestation? Non, ça va. Marie-Mélanie, sans le vouloir et sans le savoir, est devenue un modèle pour d'autres. Elle m'inspire, mais elle m'inspire pas dans ce qu'elle fait, mais dans la façon dont elle le fait. Donc elle est sur plusieurs fronts, elle fait plusieurs trucs en même temps et tout. Elle arrive à gérer. Enfin,
elle arrive à gérer sa vie malgré les différents pans et tout. C'est peut-être comme ça que je veux lui ressembler, mais pas dans le sens. Non, je ne veux pas trop. Elle peut être considérée comme un grand modèle, d'abord en tant que femme d'affaires, ensuite en tant que mère et en tant qu'amie. Avec le centre Orchidée Home, elle se rapproche de plus en plus de son souhait, aider tous les enfants atteints d'autisme, que jamais les parents, et surtout pas les femmes, ne connaissent la douleur, ce qu'elle a vécu. Elle n'aurait jamais imaginé cette scène. Marie-Mélanie, tu ne le savais peut-être pas, mais ton combat est apprécié et ton entourage t'apprécie beaucoup. Maman, je voulais te dire que tu as été toujours une très bonne mère pour moi. Tu m'as toujours protégée de tous les malheurs. Quand j'étais malade, tu as toujours su me protéger de tout. Je t'aime beaucoup. Maman, je t'aime énormément. On a pu avoir nos petits hauts et nos bas. Mais sache que je t'aime et je suis très fière d'avoir une mère comme toi. Et voilà. Donc chaque jour, je remercie le ciel de t'avoir et j'espère que tu seras encore avec nous pour très longtemps. Voilà. Bon Maria, c'est comme ça qu'on t'a toujours appelé dans la famille. C'est comme ça que moi je t'appelle Maria. Je voudrais simplement te dire que toutes ces années-là, je me rappelle de toi encore, quand tu es entré au collège, je n'étais pas là. Mon plus gros problème, mon plus gros souci était que dans ta vie à l'internat, tu sois une fille modèle, qui grandisse sans de mal, sans de casse, sans de la casse. Je peux te dire aujourd'hui que ce souci-là pour moi est passé. Je suis très contente, très fière de ce que tu es devenue. Je voudrais simplement aussi profiter de cette occasion pour te dire que malgré toutes les compétences que tu as, malgré toute la force de caractère, malgré tout le perfectionnisme, continue toujours à écouter les aînés, continue toujours à être, comment on dit, compréhensible et comprendre que tout le monde ne peut pas être au top tout le temps. Et essaye toujours d'être tempéré dans toutes les décisions que tu prends. Mais ceci dit, je suis très très heureuse d'être ta grande sœur. Bisous. Mel, tout ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que je suis fière de toi. Je suis fière de ce que tu es devenue depuis ces 15 années que nous nous connaissons. Continue ton combat. Parce que ton combat est un combat juste. Malgré tout ce qui peut se passer autour de toi, malgré tout ce qu'on peut dire, tu es dans le bon chemin. C'est toi qui as raison et tu continues comme ça. Je vois que tu as bien élevé tes enfants. Tu peux en être fière. Et moi, je suis fière de toi comme une mère. Je t'embrasse, Mélanie. Mel, je vais te dire ce que je t'ai toujours dit. Vraiment, je trouve que tu es une femme de cœur. Et j'espère que tu continues à faire ce que tu fais et que tu puisses ramener d'autres mamans à faire la même chose que toi. Parce que ce que tu fais, je t'ai toujours dit que c'est Dieu qui va te bénir. Aujourd'hui, c'est le cœur tranquille et l'âme en paix que Mel, ou Maria, comme on l'appelle, va prier son Dieu. Tu es émue, Mélanie. Je vais vous appeler Mélanie simplement en ce moment. Plutôt émue. Très oui, émue. C'est émouvant. C'est émouvant parce que ce n'est pas des choses qu'on entend au quotidien. Même ma sœur, quand je partais en 6e, dans chaque courrier qu'elle m'envoyait, j'étais à l'internat à Libamba, il y avait toujours une petite brochure sur l'éducation sexuelle. Et je ne... Vous ne savez pas qu'elle s'en souvenait encore aujourd'hui. Voilà, donc déjà, je ne savais pas pourquoi elle faisait. Donc ça fait que je le donnais aux filles de 5e, de 4e.
Je ne comprenais pas pourquoi elle m'envoyait ce genre de bouquins. Et ma mère, qui était vivante à l'époque, me disait, mais attends, pourquoi ta soeur t'envoie ce genre de livre? Tu n'as pas à savoir ce genre de choses. Et c'était complètement à contre-courant de ce que... Et j'ai l'explication aujourd'hui. J'ai l'explication parce que dans enfant de pasteur, il y a certaines choses qui ne s'expliquent pas. Il y a des sujets tabous à la maison. Voilà, il y a des sujets tabous. L'éducation sexuelle, par exemple. Voilà, ma mère était pourtant infirmière. Mais l'éducation sexuelle, c'était tabou parce qu'il n'y avait pas lieu d'en parler, parce qu'il n'y avait pas à avoir les problèmes de sexe avant un certain âge. Mais ma soeur qui avait fait l'internat également, qui avait fait le collège évangélique de Libamba avant, je pense qu'elle était interpellée par ce qui s'y passait, parce que c'est après que j'apprendrai qu'au collège, on renvoie beaucoup. Les jeunes filles qui étaient souvent renvoyées, c'était parce qu'on s'apercevait qu'elle était enceinte. Donc moi, j'arrive à l'internat en 6e, complètement naïve de tout cela. Je n'ai pas idée qu'à l'internat, il se passe ce genre de choses. Donc, et en fait, je comprends maintenant que pour ma sœur, c'était un gros souci que je ne puisse pas m'égarer. Et Dieu merci. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Je suis partie de Libamba en classe de seconde. Tout s'est bien passé. Au vu de ce que vous avez mené comme combat aujourd'hui, hein, et de toutes ces choses qui vous sont arrivées dans la vie, vous avez des regrets? Si vous aviez à refaire vos enfants, vous les feriez tels qu'ils sont là? Tels qu'ils sont en fait, parce qu'on découvre que parfois les plus grands malheurs dans la vie sont source d'un très grand bonheur. C'est-à-dire, c'est après qu'on apprend que pour voir le jour, il faut traverser l'obscurité de la nuit. Mais quand on est jeune fille à 19 ans, on est loin d'imaginer. Et c'est ce que j'essaye d'inculquer à mes enfants, que quel que soit ce qui vous arrive, on peut être marié, connaître un peu de bonheur, par la suite ça devient une affaire, mais toujours rester debout pour continuer son chemin et essayer le plus que possible que cela soit, j'essaye d'en faire un combat de chaque instant, d'être juste, même si c'est vrai. Je crie, mais je crie parce que quand on est seul, à être... on l'a entendu voilà. Tout à l'heure, vous êtes plutôt perfectionniste. Hein? Voilà, donc on a toujours peur. Parce que seul, on se dit, quand on a un mari, tu te dis, bon, je m'appuie sur lui, sur telle chose. Je lui abandonne tel pan ou tel pan de problème. Mais quand vous êtes seul, c'est-à-dire, parfois à 2 h du matin, je me dis, mais mince, je n'ai pas fait encore telle chose, je n'ai pas fait encore telle chose. Vous avez envie que les nuits se prolongent, que ça devienne le jour subitement. Et c'est pour ça que ma soeur et ma marraine disent... je suis impulsive, j'attends pas, je suis pressée, parce que j'ai l'impression que chaque mois, il y a toujours des combats, il y a des choses qui s'enchaînent. À peine on avait commencé à relever la tête avec l'autisme, j'ai amené le projet COH Food. Ils me disent, mais attends, on n'a pas le temps de respirer avec toi. Je leur dis, ben oui, ben parce que je me dis, dans quelques années, peut-être qu'on n'aura plus un partenaire pour nous financer. On n'aura pas plus les mêmes opportunités. Voilà, on n'aura plus les mêmes opportunités. La crise économique est là, les sponsors ont restreint les budgets. Et donc, il va falloir que le centre, si je ne suis pas là demain, survive, ait une autonomie financière. Parce que si on n'a pas, le centre n'est pas assuré d'une autonomie financière, ce que nous faisons n'est que vain et disparaîtra après quand je pourrai plus ou quand je ne serai plus là. Et c'est pas l'intérêt. Je veux dire, on n'a pas consacré ce terrain ni tout ce bâtiment et tous ceux qui ont investi là-dedans pour que ça disparaisse. Voilà, donc après moi, après ma mort, que ce soit l'État, que ce soit mes enfants, que ce soit d'autres membres de l'association, il faudrait que l'autonomie financière fasse que ce combat continue et que l'éducation des enfants continue. Donc voilà un peu. Quel est votre rêve aujourd'hui? Mon rêve serait que le centre Orchidée ou des structures pareilles, ce combat puisse être mené à un très haut niveau pour que les parents n'en souffrent peu. Parce qu'il y a beaucoup de ménages, malheureusement, qui sont anéantis à cause de l'autisme,
que le CEH devienne un lieu d'information des parents ou de réconciliation des parents. Et c'est encore loin d'être le cas parce que j'ai vu un parent cette semaine qui me disait il pense qu'il va enlever, elle va enlever son enfant au centre parce que tout simplement, depuis 2 mois, elle ne travaille plus. Sa belle-mère a décidé que cet enfant qui est si bizarre n'est pas l'enfant de son mari. Donc, pour sauver son ménage... Excusez-moi de rire, mais c'est pour dire que quand c'est mauvais, là, c'est jamais pour le mari. Et ça vient d'ailleurs, cette déclaration m'a fait très mal parce que j'ai pris ça en pleine figure. Je me suis revue... il y a quelques années dans les mêmes situations. Et je me suis dit, mais quand est-ce que ça va cesser cette spirale de que quand un enfant est différent, un enfant est handicapé. Et en plus, malheureusement, les enfants autistes, ça ne se voit pas. Quand il a sa bouche fermée, c'est pas qu'il a un problème, c'est quand il réagit. C'est quand il commence à réagir, les comportements inadaptés, que tout de suite, il fait honte, il faut l'enfermer. Et la mère est la cible tout de suite. C'est-à-dire on ne cherche pas à savoir, on ne cherche pas à comprendre. Alors que j'ai vu ce couple arriver au centre en début d'année, j'ai cru voir un couple, un homme compréhensif. Je veux dire, je vois, il est compréhensif, mais je veux dire, l'extérieur rentre... quelques mois plus tard, voilà, l'extérieur rentre et casse cette belle entente-là, et réussit à diviser et à convaincre le monsieur que cet enfant... ne peut pas être de lui. Voilà, s'il n'est pas de toi, il est hors de question que tu gardes cette femme. Et généralement, une maîtresse est déjà... Je veux déjà rien contre les maîtresses. Je veux dire que, une seconde épouse est déjà peut-être préparée. Et toi, tu dégages avec ton espèce de je ne sais pas quoi. Et c'est ça. Et quand vous pensez qu'on peut tout simplement estimer qu'une femme n'a plus le droit de jouir de son mari parce qu'elle a fait un enfant différent, ça, je peux pas baisser les bras et je ne peux pas arrêter de combattre cela. Vous nous avez donné la possibilité de connaître et de comprendre et d'en savoir un peu plus sur cette maladie qu'est l'autisme. On sait qu'elle provoque des drames dans des familles, tout simplement par ignorance. C'est l'occasion pour nous de permettre à nos téléspectateurs d'en savoir un peu plus sur ce mal, cette maladie handicapante. C'est donc ici que prend fin cette autre émission de Femmes à la Une. Nous recevions, vous l'avez compris, Marie-Mélanie Bell. Vous l'avez vu, sa vie rime avec autisme. Elle en a fait son cheval de bataille et le centre Orchidée Home est là pour en témoigner. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ce combat. Nous souhaitons qu'un jour ou un autre, que ça se passe comme on le voit en Europe, un enfant ou alors un autiste travaillant dans un bureau, simplement être autonome, prendre soin de lui, sans avoir besoin d'être soutenu en permanence. Madame, Monsieur, merci donc de nous avoir accordé un peu de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre édition de Femmes à la Une et ce sera encore sur la CRTV.